l'actualité ce 22 décembre 2020, présidentielle du 27 décembre prochain au Niger, le candidat du parti au pouvoir Mohamed Bazoum a tenu son premier meeting à Zender. En Turquie, des policiers ont arrêté l'ex-député kurde Leyla Güven, condamné ce lundi à 22 ans et 3 ans de prison par un tribunal de Diyarbakir pour des accusations en lien avec le terrorisme. Et puis le Congrès américain a approuvé ce lundi un plan de soutien de 900 milliards de dollars pour aider les familles et les entreprises américaines durement touchées par la pandémie de coronavirus. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Au Niger, le candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain, Mohamed Bazoum, est accueilli par une foule de partisans. C'était lors d'un meeting à Zender, la seconde ville du pays. Dauphin désigné du président Mahamadou Issoufou, qui ne se représente pas après 2 mandats, Mohamed Bazoum est considéré comme le favori du scrutin présidentiel. En plein meeting à Zender, la seconde ville du Niger, il a affirmé que tout le monde sait la direction que prend le pouvoir et que personne ne peut aller contre la volonté d'Allah. Si nous voulons développer notre pays, il faut faire la promotion de l'éducation. En tant qu'enseignant, si je deviens président du Niger, j'accorderai la priorité à l'éducation. Les élections qui seront organisées dimanche prochain sont déjà pliées. Tout le monde sait la direction que prend le pouvoir et personne ne peut aller contre la volonté d'Allah. Candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain, Mohamed Bazoum a jugé que le rapport de force est défavorable dans son pays pour le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Mohamed Bazoum a par ailleurs qualifié de fausse la revendication par Boko Haram de l'enlèvement de plusieurs centaines d'élèves dans le nord-ouest du Nigeria, dont plus de 300 ont été libérés, perpétrés en réalité par des bandits. Selon lui, ancien ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum a également défendu l'idée d'un doublement des effectifs de l'armée d'ici 2025 pour atteindre 50 000 hommes, avancé par le ministre de la Défense, Issoufou Katambe, fin novembre. Le dialogue politique a repris ce lundi à Abidjan entre le pouvoir ivoirien et l'opposition en vue des législatives, portant notamment sur la réforme de la commission électorale et la libération des hommes politiques écroués, a constaté un journaliste de l'AFP. Ce lundi a consacré la réouverture du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Ce premier contact a duré un peu plus d'1 heure et a réuni les grands courants de l'opposition politique ivoirienne, à savoir le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, d'Henri Konan Bédié, le FPI, le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan et la plateforme EDS, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Tous étaient réunis autour du Premier ministre Ahmed Bakayoko. À leur sortie, du côté du gouvernement comme de l'opposition, tous se sont dit satisfaits de ce premier échange qui va dans le sens de l'apaisement politique après la réélection du président Alassane Ouattara à un 3e mandat le 31 octobre dernier, dénoncé par ses adversaires. Cette même crise politique a conduit à l'arrestation de plusieurs figures de l'opposition. C'est le cas de Pascal Affi-N'Guessan, toujours détenu, et de Maurice Kakou Gikawe, numéro 2 du PDCI, actuellement hospitalisé à Paris suite à des complications cardiaques durant sa détention. Le principal objectif de ce dialogue est d'abord de préparer les législatives prévues pour le premier trimestre 2021, avec le sujet toujours aussi brûlant de la commission électorale indépendante que les opposants définissent encore comme assujettis au pouvoir. C'est d'ailleurs le point qui a été abordé ce lundi, même si aucune des parties ne livre de détails sur les échanges. Le directeur exécutif du RHDP, le parti au pouvoir, Adama Biktoko, affirme que toutes les commissions nécessaires à la poursuite du dialogue seront installées d'ici la fin de l'année. Mais au-dessus de cette échéance électorale, planent d'autres sujets présentés comme des urgences pour l'opposition, à savoir la libération de ses militants et cadres politiques comme préalable à tout dialogue. Un premier contact vient donc d'être réalisé en présence de tous les opposants. À voir dans quel sens
vont évoluer ces débats dans les jours qui viennent. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a affirmé qu'il condamne ceux qui sont engagés dans des voies de violence alors que le pays fait face à une offensive de groupes rebelles qualifiée de tentative de coup d'État par le gouvernement. Il appelle également les citoyens à se rendre aux urnes le 27 décembre prochain pour les élections présidentielles et législatives. Des groupes armés occupent plus des 2/3 de la Centrafrique, très instable, marquée par une sanglante guerre civile. 3 des plus puissants d'entre eux ont attaqué vendredi des axes routiers vitaux pour l'approvisionnement de la capitale Bangui et ont annoncé leur alliance. Une situation malheureuse que déplore Faustin Archange Touadéra. Ce que nous déplorons, c'est que nous condamnons, c'est que les gens, au lieu de rentrer dans le processus pour que nous puissions avoir la paix, rentrer dans l'encadre démocratique, maintenant que nous avons retrouvé l'ordre constitutionnel, on doit maintenir cet ordre-là pour la démocratie dans le pays. Malheureusement, certains sont engagés dans des voies de violence et que le peuple condamne et que nous condamnons. La coalition de l'opposition, dont l'ancien chef d'État François Bozizé était le chef de file jusqu'à il y a peu, a exigé dimanche le report des élections. Faut-il retarder la tenue du prochain scrutin en attendant de résoudre les différends politiques dans le pays? La réponse du président est claire. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de crise institutionnelle. On doit tout simplement aller aux élections. Donc pour moi aujourd'hui, comme beaucoup pour une bonne majorité des Centrafricains, nous devions aller aux élections le 27. Je vois partout, les gens font la queue pour retirer leur carte, et ce qui démontre leur engagement, leur volonté à aller aux élections. Dans ce pays de 4,9 millions d'habitants, classé parmi les plus pauvres du monde, mais riche en diamants, des gardes privés employés par des sociétés russes de sécurité assurent déjà la protection rapprochée du président Touadéra et des instructeurs forment les forces armées centrafricaines. Le parti de François Bozizé a démenti toute tentative de coup d'État, tandis que le porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, Vladimir Monteiro, déclarait que les rebelles avaient été bloqués ou repoussés dans plusieurs localités. Hors du continent africain, l'ex-députée kurde Leïla Güven a été condamnée ce lundi à 22 ans et 3 mois de prison par un tribunal de Diyarbakir dans le sud-est de la Turquie, et ce, pour des accusations en lien avec le terrorisme. Des policiers ont arrêté l'ex-députée kurde Leïla Güven, condamnée ce lundi à 22 ans et 3 mois de prison par un tribunal de Diyarbakir dans le sud-est de la Turquie, pour des accusations en lien avec le terrorisme. Déchue de son mandat en juin par un vote parlementaire, Leïla Güven a été reconnue coupable d'appartenance à un groupe terroriste, en l'occurrence le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, et de propagande en faveur de cette organisation, selon les attendus du verdict. Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ex-député, qui comparaissait libre et qui envisage de faire appel du verdict, a affirmé son avocat. Leïla Güven n'a pas assisté à l'audience de ce lundi. Elle est la coprésidente du Congrès de la Société démocratique d'ETK, une organisation que les autorités turques accusent d'être liée au PKK, classé terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Les milieux pro-kurdes, en particulier le HDP, font l'objet d'une répression implacable depuis plusieurs années en Turquie. Le pouvoir turc accuse le HDP d'être une vitrine politique du PKK, une accusation rejetée par le parti pro-kurde qui se dit victime de répression en raison de sa farouche opposition au président turc. Plusieurs maires pro-kurdes dans le sud-est de la Turquie ont été déchus de leur mandat et arrêtés ces derniers mois pour leur lien présumé avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. Et puis les parlementaires américains ont approuvé ce lundi un plan de soutien aux ménages et entreprises affectés par la pandémie de Covid-19 d'un montant de quelques 900 milliards de dollars jugés incontournables pour remettre sur les rails la première économie du monde.
Le nouveau plan de soutien à l'économie de 900 milliards de dollars, après son approbation par la Chambre des représentants puis par le Sénat, peut maintenant être soumis au président Donald Trump pour signature. Après des mois de blocage, démocrates et républicains avaient annoncé dimanche être parvenus à un accord de principe sur le paquet de mesures, comprenant notamment des chèques aux familles les plus fragilisées, des aides aux petites entreprises et aux écoles, des allocations chômage supplémentaires de $300 par semaine, ou encore une enveloppe pour la distribution équitable de vaccins contre le Covid-19. L'aide est incomplète et l'administration Biden devra combler les trous. En janvier, a estimé lundi, avant le vote, le chef de la minorité démocrate du Sénat. Avant même le vote des mesures d'aide d'urgence à l'économie, le secrétaire américain au Trésor a assuré que les chèques de $600 par adulte et par enfant pour aider les familles en difficulté seraient envoyés dès le début de la semaine prochaine. La première économie du monde est tombée dans une profonde récession au printemps, la pire depuis celle des années 30 en raison de l'arrêt de l'activité pour endiguer le nouveau coronavirus qui a provoqué un chômage massif. La pandémie est repartie de plus belle à l'automne, mettant un coup d'arrêt aux créations d'emplois et à l'activité de l'été. Le premier plan, d'un montant de 2200 milliards de dollars, avait été voté en urgence fin mars lors de la première vague de la pandémie. Il comprenait des allocations chômage exceptionnelles de $600 par semaine et l'envoi de chèques de $1200 par adulte. Depuis l'été, démocrates et républicains étaient dans l'impasse, s'opposant sur le montant global du nouveau plan d'urgence. Les premiers exigeaient un plan équivalent à celui du printemps, quand les seconds voulaient le limiter à 1000 milliards de dollars maximum. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.